Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule La néoglucogénèse. Nos cellules utilisent principalement le glucose et les acides gras en tant que substrat énergétique. Ces molécules proviennent soit de la dégradation des nutriments puisés dans l'alimentation, soit de la mobilisation de nos réserves énergétiques. Notre cerveau ainsi que les globules rouges ne peuvent utiliser comme source d'énergie que le glucose. Si les quantités de sucre fournies par la nourriture ne sont pas suffisantes, la concentration de glucose dans le sang, ce qu'on appelle glycémie, peut être maintenue quelque temps par la dégradation des réserves glucidiques présentes dans le foie. Le problème, c'est qu'au-delà de 24 heures, toutes ces réserves sont consommées et maintenir une glycémie normale ne peut se faire que par la synthèse de glucose à partir de substrats non glucidiques. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Donc le maintien des niveaux de glucose est très important pour notre organisme. Par exemple, les besoins quotidiens de notre cerveau sont de 120 grammes et ceux de l'ensemble des globules rouges sont environ de 40 grammes. Donc ça correspond à 160 grammes. Or, la quantité de glucose qui peut être rapidement disponible à partir des réserves glucidiques de notre corps est au maximum de 190 grammes en moyenne. On estime qu'au bout d'une journée, tout est consommé. Ainsi, si nous n'avons pas d'apport alimentaire supplémentaire, eh bien la néoglucogénèse nous permettra d'obtenir du glucose à partir de substrats non glucidiques. Donc, néoglucogénèse, néo de nouveau, glucose et génèse de synthèse. Donc, la synthèse du glucose se fait à partir de précurseurs non glucidiques. Ça veut dire qu'il ne provient pas de glycogène. Ces molécules sont le pyruvate, le lactate, le glycérol issu de l'hydrolyse des triglycérides et les acides aminés. Donc, des 20 acides aminés communs, seuls la leucine et la lysine sont incapables d'intervenir dans la synthèse de glucose. Donc, cette voie métabolique se déroule principalement dans le foie, avec 90% de glucose néoformé, et les 10% restants sont synthétisés au niveau des reins. Bien que la néoglucogénèse soit habituellement définie comme la transformation du pyruvate en glucose, et que la glycolyse soit la dégradation du glucose en pyruvate, la néoglucogénèse n'est pas l'inverse de la glycolyse. En effet, 3 réactions de la glycolyse sont irréversibles et se situent au niveau des sites de contrôle, à savoir la première réaction de la glycolyse, la 3e réaction de la glycolyse et la 10e réaction de la glycolyse. Notamment, la première réaction, c'est la transformation de glucose en glucose 6-phosphate par l'enzyme hexokinase. La 3e réaction, c'est la transformation de fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate catalysée par l'enzyme phosphofructokinase. Et la dernière réaction de la glycolyse, c'est le passage de phosphoénolpyruvate au pyruvate par l'enzyme pyruvate kinase. Et donc, pour contourner ces 3 difficultés, la cellule fait appel à d'autres réactions qui sont thermodynamiquement plus favorables avec la coopération des mitochondries. La plupart des étapes qui conduisent du pyruvate au glucose sont catalysées par les enzymes de la glycolyse qui interviennent en sens inverse. Ça veut dire les 7 réactions réversibles de la glycolyse. Les 3 réactions irréversibles sont remplacées par d'autres réactions à équilibre thermodynamique plus favorable et catalysées par des enzymes spécifiques de la néoglucogénèse. Commençons par le premier contournement. Le démarrage de la néoglucogénèse exige la conversion de pyruvate en phosphoénolpyruvate. Donc 2 pyruvates sont nécessaires pour faire une molécule de glucose. Donc la transformation de pyruvate en phosphoénolpyruvate est la première étape. Elle ne peut être réalisée par l'action de pyruvate kinase.
Pour obtenir cette phosphorylation de pyruvate, il y a coopération entre la mitochondrie et le cytosol. Donc la première réaction est réalisée au niveau de la mitochondrie. Donc le pyruvate exporté dans la mitochondrie est d'abord carboxylé par la pyruvate carboxylase, située dans la matrice mitochondrielle. L'enzyme est une ligase à biotine et l'ATP est nécessaire. Donc l'enzyme, c'est une pyruvate carboxylase. Donc cette enzyme se rencontre dans les mitochondries du foie et des reins, mais pas dans celles des muscles. La séquence des réactions donc, est résumée dans cette figure. On a 2 pyruvates plus 2 molécules de CO2 plus 2 molécules d'ATP vont donner 2 molécules d'oxaloacétate plus 2 ADP plus 2 phosphates inorganiques. L'oxaloacétate formé sera réduit en malate par la malate déshydrogénase mitochondriale. Le malate est ensuite transporté de la mitochondrie dans le cytosol. Et donc la réaction, c'est 2 oxaloacétates plus 2 NADH+, ça va donner 2 malates plus 2 NAD+. La deuxième réaction est réalisée au niveau cytoplasmique. Le malate est réoxydé en oxaloacétate par la malate déshydrogénase cytosolique. Et du coup, on aura 2 malates plus 2 NAD+, qui vont donner 2 oxaloacétates plus 2 NADH+. Enfin, l'oxaloacétate est transformé en phosphoénol pyruvate suivant une réaction réversible en présence du GTP par la phosphoénol pyruvate carboxykinase ou PEP-carboxykinase, enzyme spécifique de la néoglucogénèse. Et du coup, donc 2 oxaloacétates plus 2 GTP, ça va donner 2 phosphoénol pyruvate plus 2 GDP plus 2 molécules de CO2. Donc en résumé, la réaction globale de la transformation du pyruvate en phosphoénol pyruvate, et si on part de 2 molécules de pyruvate, donc on aura besoin de 2 molécules d'ATP plus 2 molécules de GTP pour donner à la fin 2 molécules de phosphoénol pyruvate plus 2 ADP plus 2 GDP plus 2 phosphates inorganiques. Donc après ce premier contournement, donc les réactions qui vont suivre vont permettre la transformation de phosphoénol pyruvate en fructose 1,6-biphosphate. Donc la séquence des réactions qui vont conduire du phosphoénol pyruvate au glucose est cytosolique. D'accord? La transformation de phosphoénol pyruvate en fructose 1,6-biphosphate est réalisée par la séquence des réactions glycolytiques réversibles fonctionnant en sens inverse. Ça veut dire phosphoénol pyruvate va être transformé en acide 2 phosphoglycérique et puis en acide 3 phosphoglycérique avec transformation en acide 1,3-diphosphoglycérique et utilisation d'une molécule d'ATP. Et l'acide 1,3-diphosphoglycérique va donner le glycéraldéhyde 3-phosphate qui va réagir avec le dihydroxyacétonphosphate pour donner le fructose 1,6-diphosphate. Donc comme vous voyez, ces réactions c'est l'inverse des réactions réversibles de la glycolyse. Donc à ce niveau, on arrive à la troisième réaction de la glycolyse qui est irréversible. Et donc, c'est là on aura un deuxième contournement. Donc on connaît la réaction qui transforme le fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. Cette réaction qui est catalysée par la phosphofructokinase 1 est irréversible. Donc la réaction inverse qui enlève le groupement phosphate est catalysée par la fructose 1,6-biphosphatase, enzyme clé et site de régulation principal de la voie. Donc la réaction qui suit ce deuxième
contournement, c'est l'isomérisation de fructose 6-phosphate en glucose 6-phosphate. Donc là, cette réaction est catalysée par la phosphoglucoisomérase. Donc dans la plupart des tissus, la néoglucogénèse s'arrête là. On ne produit pas de glucose libre. Le glucose 6-phosphate peut être métabolisé directement dans la cellule pour ses propres besoins. L'avantage de former le glucose 6-phosphate, c'est qu'il ne peut pas être transporté hors de la cellule. Donc là, on arrive au troisième contournement. Dans le foie et le rein, il existe une enzyme glucose 6-phosphatase. Elle est impliquée dans une réaction qui ne se produit d'ailleurs pas dans le cytoplasme, mais dans la lumière du réticulum endoplasmique. Et cette réaction correspond à l'hydrolyse de glucose 6-phosphate en glucose par cette enzyme glucose 6-phosphatase. Cette enzyme est liée à la membrane du réticulum endoplasmique. Donc, voyons ce deuxième schéma. On a un complexe de 5 protéines. La protéine T1 transporte le glucose 6-phosphate du cytoplasme vers la lumière du réticulum endoplasmique. La réaction de déphosphorylation se déroule et forme du phosphate inorganique qui sera éjecté de cet organite par la protéine T2 et du glucose qui sera éjecté de la même manière par la protéine T3. Faisons maintenant le bilan de la néoglucogénèse. Donc, produire du glucose à partir du pyruvate est énergiquement défavorable, sauf si les réactions sont couplées avec des réactions qui sont favorables. Donc, la néoglucogénèse est très coûteuse pour notre organisme. Donc, à partir de 2 molécules de pyruvate, on a besoin de 4 molécules d'ATP, 2 molécules de GTP et 2 molécules de NADH+, pour produire une molécule de glucose. Donc, passons maintenant aux précurseurs de la néoglucogénèse. Donc, on commence par le lactate. La néoglucogénèse est activée dans le cas du jeûne, d'accord, et dans le cas du diabète. En cas d'exercice physique pendant lequel le glucose musculaire est dégradé en lactate, la néoglucogénèse hépatique est stimulée pour retransformer en glucose le lactate issu de la glycolyse musculaire. Le lactate, une fois dans le cytosol, il réagit avec le NAD+, et donc le lactate est oxydé pour donner le pyruvate. Et l'enzyme ici, c'est la lactate déshydrogénase. Et puis le pyruvate est transformé en glucose via la néoglucogénèse. Le glucose peut alors être remis aux muscles, c'est ce qu'on appelle le cycle de Cori. Voyons maintenant le glycérol comme précurseur de la néoglucogénèse. Le glycérol provient de la lipolyse des triglycérides du tissu adipeux et qui rejoint la néoglucogénèse au niveau des trioses phosphates. Il est tout d'abord transformé en glycérol 3-phosphate par la glycérol kinase utilisant de l'ATP, puis en dihydroxyacétone phosphate par la glycérol 3-phosphate déshydrogénase utilisant le NAD+, comme coenzyme. Donc, 2 molécules de dihydroxyacétone phosphate permettront donc de synthétiser une molécule de fructose 1,6-biphosphate, molécule qui rentre dans la néoglucogénèse. Et le dernier précurseur de la néoglucogénèse sont les acides aminés des muscles. En effet, un manque important en glucose peut correspondre à un jeûne de longue durée, ce qui va aboutir à une dégradation massive des protéines des muscles. Il contribue à hauteur de 50%, dont 30% à l'alanine, qui est un acide aminé, et 20% pour les autres acides aminés glucoformateurs. Donc le métabolisme digestif et tissulaire des protéines va libérer des acides aminés. Le squelette carboné de ces acides aminés est transformé en pyruvate ou en l'un des intermédiaires du cycle de Krebs, à savoir l'alpha-cétoglutarate, le succinyl-CoA, fumarate et l'oxaloacétate.
Donc, dans cet acide aminé, nous voyons les acides aminés glucoformateurs. Ils sont transformés en quel intermédiaire? Donc, concernant l'alanine, cystéine, glycine, sérine, thréonine et tryptophane, vont se transformer directement en pyruvate. L'aspartate et l'asparagine vont donner l'oxaloacétate. Phénylalanine et tyrosine en fumarate. L'isoleucine et méthionine et valine, succinyl-CoA, et l'arginine, glutamate, glutamine, histidine et proline vont donner l'alpha-cétoglutarate.